Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La jeunesse togolaise frappée de plein fouet par le chômage et le sous-emploi. Ils sont 35% dans la tranche 15-34 ans selon les économistes. La lutte contre le fléau, l'un des axes majeurs du PND, le plan national de développement du gouvernement. L'entreprise de fintech nigériane, Flutterwave, qui a traité 100 millions de transactions pour une valeur de 5,4 milliards de dollars, cherche à présent à accroître ses partenariats au Kenya. Gros plan sur la pratique de la liberté de la presse. Elle progresse positivement dans de nombreux pays, mais elle continue d'être menacée dans d'autres. Reportage à suivre sur le cas de Madagascar, où certains médias restent encore sous l'influence des hommes d'affaires et des responsables politiques. Mais tout d'abord, l'annonce samedi soir par le Premier ministre tunisien Eliès Farfar de la composition de son futur gouvernement, mais le retrait d'Ennahda, l'un de ses principaux soutiens arrivé en tête aux dernières législatives, rend incertaine la validation de ce gouvernement. Ennahda a indiqué qu'il ne lui accorderait pas sa confiance au Parlement. Le parti exige un gouvernement d'union nationale. Eliès Farfar a été nommé le 20 janvier après l'échec de Habib Djemli, dont le gouvernement avait largement été rejeté par le Parlement. Le chômage des jeunes, véritable fléau sur le continent. Les jeunes, c'est aujourd'hui 60% de l'ensemble des personnes sans emploi. Le Togo n'est pas épargné par le fléau au Togo où le taux de chômage et le sous-emploi touchent 35% des 15-34 ans. L'État se dit engagé sur ce front. Le gouvernement prévoit pour ce faire la création de 500 000 emplois directs d'ici à 2022. Amenedji. Face à la récurrence de la question de l'employabilité des jeunes au Togo, le gouvernement continue de mettre en place des stratégies d'accompagnement encourageant les programmes d'insertion professionnelle et la promotion de l'auto-emploi. Les dépenses budgétaires consacrées à cet effet s'élèvent à 5 milliards de francs CFA en moyenne de 2013 à 2014, connaissant ainsi une hausse évaluée au triple en 2018. On se rend compte que l'État a beaucoup investi effectivement dans l'employabilité, mais ils ont plus dans le volet qui est dans la création d'entreprises. Et il faut dire qu'il y a des structures de l'État qui sont en place, qui accompagnent des jeunes depuis plusieurs années déjà, en mettant en place certains mécanismes qui permettent de les accompagner sur le plan technique, sur le plan financier, qui visent à faire en sorte que les jeunes puissent se prendre en charge. Au nombre de ces différents programmes, on peut citer le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables qui a permis de mobiliser 8000 jeunes et de créer 250 000 emplois temporaires pour les jeunes et les femmes dans le cadre du programme Travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Je peux dire qu'il y a des effets qui se ressentent pour ceux qui sont engagés vraiment dans la création de leur propre entreprise. Et puis, il y a beaucoup aussi de facilités qui sont faites par rapport à l'aspect administratif de création d'entreprise pour les jeunes. Mais c'est des choses aussi qui restent à faire dans la mesure où les jeunes attendent beaucoup de l'État. Il y a ce besoin aussi d'être accompagnés au quotidien dans la recherche de leur identité vraie, dans la recherche de leur vocation. En réponse à ces défis, le Togo met en œuvre le plan national de développement 2018-2022 qui a pour objectif de transformer structurellement l'économie pour une croissance durable et inclusive. Le gouvernement souhaiterait accroître l'indice de développement humain et réduire le taux de chômage à 2,6% et celui du sous-emploi à 19,4% en 2022. Au Mali, les enseignants menacent de relancer le mouvement de grève. Le collectif des syndicats de la profession exige du gouvernement le respect de l'engagement pris en janvier d'augmenter les salaires de 20%, une disposition qui prévoyait aussi une autre hausse des salaires de 9% en 2021. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Pour la deuxième fois de l'année, les enseignants maliens ont battu le pavé jeudi 13 février 2020 pour réaffirmer leur volonté de voir l'application de l'article 39 par le gouvernement. Les syndicats qui observent une série de grèves depuis le début de l'année n'entendent pas baisser la pression, d'où cette forte mobilisation de la place de la liberté à celle de l'indépendance de Bamako. Le mouvement populaire et bien sûr l'ensemble du pays, l'ensemble des couches qui ont le souci et bien sûr de la démocratie au Mali. Les républicains doivent se donner la main parce qu'on ne peut pas permettre à un individu, à un groupe d'individus de faire la loi comme il veut. La loi doit être appliquée. À cette marche, les enseignants n'étaient pas seuls à demander la normalisation de l'école malienne. Nombreux étaient les parents d'élèves, acteurs de la société civile ou hommes politiques à ce rassemblement. Je suis citoyen
père de famille. Je suis également ancien dirigeant du mouvement étudiant. Et je revois que les revendications que nous avons demandées depuis 80, reprises en 91, ces revendications n'ont pas été satisfaites et se trouvent aujourd'hui à l'ordre du jour. Les enseignants menacent de nouveau de repartir en grève de 21 jours dès la semaine prochaine. Mais en attendant, une mission de conciliation s'est tenue ce vendredi 14 février, toujours à Bamako. La start-up nigériane Flutterwave poursuit son expansion dans le domaine du paiement électronique. L'entreprise de FinTech, fondée en 2016, travaille depuis avec plus de 90 000 clients à travers le monde. Et le Kenya reste l'un des terrains les plus ciblés par Flutterwave. L'entreprise y collabore avec 6 000 clients. Thierry Ndassa. Après avoir réussi une levée de fonds d'un montant de 35 millions de dollars au mois de janvier, la start-up nigériane Flutterwave prévoit de doubler son portefeuille client sur le marché kényan. La FinTech, spécialisée dans la fourniture de services de paiement en ligne aux commerçants et fournisseurs de services de paiement mondiaux, a traité 107 millions de transactions d'une valeur de 5,4 milliards de dollars en 2019. Le Kenya est notre plus grand marché après le Nigeria. Nous voulons croître dans cet espace en ciblant les PME qui sont l'épine dorsale de l'économie kenyane. Nous aidons les entreprises à traiter les paiements en temps réel, ce qui est un gros plus pour améliorer le flux de trésorerie et permettre à une entreprise de fonctionner plus efficacement. L'entreprise, déjà présente au Kenya avec un portefeuille de 6 000 clients, cherche à accroître ses partenariats en offrant une infrastructure de paiement fiable qui reliera les entreprises locales ainsi que les particuliers à l'économie régionale et mondiale. Les outils de paiement en ligne qui sont les plus disponibles nécessitent d'avoir accès à une banque ou alors d'avoir un compte bancaire. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas de la plupart des Africains, connaissant notamment le taux de bancarisation dans plusieurs pays. Et également parce qu'aujourd'hui, même les outils de paiement en ligne qui sont la plus utilisés dans beaucoup de pays occidentaux ne sont pas toujours disponibles en Afrique. Je pense bien évidemment au service PayPal. Fondée en 2016, Flutterwave est une start-up constituée par une équipe d'anciens banquiers, entrepreneurs et ingénieurs nigérians avec un portefeuille de plus de 90 000 clients dans le monde. Au Cameroun, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine souhaite mettre l'accent sur la formation. Cet établissement inauguré en 2016 à Yaoundé demeure le premier du genre en Afrique subsaharienne et désormais la formation est plus que nécessaire en raison de la forte demande de nouvelles patientes qui souhaitent être prises en charge par le centre. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Avec l'ouverture des naissances issues de la fécondation in vitro ce 13 février 2020, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé lance dès février 2020 des formations diplômantes internationales en chirurgie endoscopique, des formations ouvertes à plusieurs médecins du continent, d'Europe et d'Asie. C'est une formation que nous voulons différente de toutes les formations qu'on a vues un peu dans les pays européens où on dispense beaucoup de savoirs savants, mais on ne transmet pas des compétences parce que les gens n'opèrent pas. Mais là, nous allons changer, n'est-ce pas, de façon de faire pour leur donner plus de compétences que de savoirs savants. Les apprenants en chirurgie endoscopique auront donc la possibilité durant ces formations de procéder à la pratique de façon continuelle. Quand vous passerez chez nous, vous serez capable d'arriver même en Côte d'Ivoire, au Gabon, quel que soit le pays, vous pouvez opérer normalement. Les Africains ne peuvent pas opérer partout. Et vous savez, les lois sont aussi très, très, très rudes dans ces pays-là. Et ça fait que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas avoir les mêmes compétences. Or, dans nos pays, ils viendront, non pas qu'on va leur permettre de faire n'importe quoi, mais on va insister à ce que les gens apprennent à faire. Et il y a de quoi faire ici, pour que finalement les gens finissent leur formation au bout de 2 ans, avoir des compétences d'un certain niveau. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé ouvre en 2020 sa première saison de formation diplômante internationale après 3 ans d'exercice et d'expérience dans la fécondation in vitro et la chirurgie endoscopique.
La situation de la presse à Madagascar, le contexte n'est toujours pas optimal car les entraves au droit d'informer perdurent malgré les analyses comme le classement de Reporters sans frontières qui mettent en avant un certain nombre de progrès, mais de façon globale, les médias demeurent sous l'influence des responsables politiques et des milieux d'affaires. Reportage d'Elhadjon Ndiaye. En 2019, Madagascar est classé à la 54e place sur 180 pays en matière de liberté de la presse. Malgré ce classement de Reporters sans frontières, les journalistes restent libres selon Judah Kayel, journaliste à la Viva TV, même si ces derniers restent vulnérables à l'influence des hommes d'affaires et des responsables politiques qui possèdent de nombreux organes de presse. On peut toujours affirmer qu'à Madagascar, le métier de média, c'est libre. D'ailleurs, on voit tous ici qu'à Madagascar, chaque tendance politique a leur station média. Donc, mais bon, on est libre ici à Madagascar. Bien que l'État offre aux médias des espaces de liberté, sur le plan légal, le Code de la communication adopté en 2016 fait référence au Code pénal pour statuer sur les délits de presse menant potentiellement à une criminalisation de la profession. En septembre 2017, la Grande Île a enregistré la première condamnation d'un directeur d'une radio indépendante dans le sud du pays depuis plus de 40 ans. Malgré tout, l'information devient de plus en plus dense à Madagascar, surtout avec l'avènement du numérique. Madagascar est au rendez-vous du numérique. Par exemple, maintenant, vous ne croiserez plus dans la rue des journalistes qui se ramènent avec des caméras DV. Maintenant, tout le monde, c'est avec les nouveaux caméras, avec les nouveaux réflexes. Même déjà à Madagascar, on peut même faire le direct maintenant. Tout le monde peut faire le direct. Et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, des smartphones, il y en a des médias qui envoient directement l'info. Dans ce pays où le nombre d'habitants est estimé à près de 26 millions, on compte plus d'une quinzaine de télévisions et environ 340 stations radio. Parmi les sujets victimes de l'autocensure, la corruption, notamment dans le secteur des ressources naturelles ou de l'environnement, qui reste un sujet difficile à traiter. Un sujet qui fait plus que jamais écho à l'actualité, c'est le cinéma qui s'en empare. Son titre Adou, un film espagnol, une super production tournée en grande partie au Bénin. Elle traite de l'immigration clandestine et des dangers qui l'entourent. L'avant-première a eu lieu il y a quelques jours à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Adou est un long-métrage espagnol tourné en grande partie au Bénin. Cette fiction aborde les problématiques de la protection et de l'immigration clandestine, un phénomène qui a pris une ampleur inédite de nos jours avec des conséquences énormes, notamment des naufrages et de nombreux décès de migrants africains au large des côtes. Ce chef-d'œuvre constitue le fruit d'une coopération cinématographique hispano-béninoise sous l'impulsion de Bella Agossou, cinéaste béninoise. Le thème principal de ce film, c'est l'immigration. C'est deux personnes qui parlent deux langues différentes, mais qui se comprennent parfaitement, comme Adou et Massar. C'est deux personnes qui parlent le même langage, le père et la fille, mais qui ne se comprennent pas. Et après, c'est un monde injuste où un immigrant meurt et ça n'a pas de valeur parce que c'est toujours les autres qui gagnent. Imaginez qu'il y a eu près de 600 personnes qui ont été mobilisées, 35 véhicules, donc 15 camions qui ont été mobilisés pendant un mois et une semaine, gérés au Bénin. Vous voyez, près de 200 personnes qu'on loge tous les jours pendant toute cette période-là. Le Bénin, à travers son relief, son paysage et ses villes touristiques, a incarné les décors de plusieurs pays africains dans le film Adou. Le producteur Edmond Roche et ses partenaires Paramount et Netflix ont contribué au renforcement des capacités professionnelles d'environ 400 comédiens et 600 personnes, dont les techniciens béninois. Nous avons tout ce qu'il faut au Bénin pour que, effectivement, le Bénin puisse être une place forte de la culture et du patrimoine africain. En avant-première en Espagne le 31 janvier 2020, le film Adou a eu 200 000 entrées, 1 700 000 € de recettes et a été distribué dans 400 salles dès sa sortie. Il a été classé dans le top 30 des films espagnols les plus regardés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.